ça va, Mister? Bah très bien, et toi? Tu me suis, on se fait une petite balade? Allez, je te suis. Alors, je suis très content parce que j'ai lu sur Twitter que tu as vécu le meilleur concert de ta vie. Absolument, ouais. Et c'est tout frais, comme ça on va pouvoir débriefer ensemble. C'était juste hier, plutôt il y a quelques heures, c'était à Strasbourg. Ouais. Bon, après, il faut préciser que je n'ai pas fait énormément de concerts, donc tout est relatif. Mais Tu t'es quand même pris une décharge d'émotions. Une décharge d'émotions très importante. J'ai pris énormément de plaisir. J'étais étonné de voir que autant de personnes en fait pouvaient connaître mes paroles, pouvaient se rassembler pour me voir. Et oui, ça m'a fait une décharge d'émotions, comme tu dis. Et c'était une belle expérience et j'espère que c'est pas le dernier concert qui se passera comme ça. J'espère qu'il y en aura, le suivant sera meilleur et ainsi de suite. Alors c'est un peu cliché parce qu'à chaque fois que je vais rencontrer les artistes, ils vont m'expliquer que ce qu'ils vont préférer dans le processus de création, en prenant en compte le studio, peut-être même la promo, en imaginant que c'est agréable, et le live, ils préfèrent toujours les concerts, ils préfèrent toujours cette rencontre avec le public. Plutôt que le processus de création? Oui. Toi, est-ce que c'est un tout? Comment tu placerais le live là-dedans? Je pense que c'est difficilement comparable. Parce que j'ai connu un plaisir pendant ces premiers concerts là que je suis en train de faire quand je débute ma tournée. Un plaisir qui est complètement différent du plaisir que j'ai à créer une instrumentale ou à lire mon texte une fois qu'il est terminé. Du coup, je pense que c'est vraiment quelque chose d'incomparable. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas me passer de faire des concerts, vu ce que j'ai vécu ces derniers temps, mais je ne pourrais pas non plus me passer de la création artistique et musicale. Quand on tape ton nom sur internet, il y a plein de mots qui reviennent, des mots-clés qui reviennent souvent. Lesquels? J'aimerais savoir lesquels te correspondraient le plus. On va dire de toi que tu es l'OVNI, on va dire de toi que tu es le petit génie, on va dire de toi que tu es inclassable. Qu'est-ce que tu préfères? Bah non, Poète, ça revient beaucoup évidemment. Et ça c'est sûr, je suis très mal placé pour m'approprier ces belles choses. Aucun de ces mots me convient, ça serait trop prétentieux de ma part. L'onepsie, c'est déjà bien. Oui, l'onepsie, c'est déjà bien. Est-ce que tu te considères quand même comme un poète? Parce que pour moi, tu manies les mots, ça c'est un fait, c'est évident, c'est également dans tes références, c'est omniprésent dans ton projet. Oui. Ça donne un vrai coup de frais d'ailleurs au rap français. Voilà, moi j'avais pas eu depuis très longtemps, c'est pour ça que je suis particulièrement content de te recevoir aujourd'hui. Oui. Et ça nous rassure sur l'idée que la poésie se marie très bien avec cet art urbain. Bah oui, je pense pas que j'apporte quelque chose de nouveau, je ne pense pas non plus que j'invente quelque chose en mêlant la poésie au rap, parce que si on prend par exemple, je sais pas, un rappeur français, l'exemple de Fouzati, qui lui pour moi était un poète qui maniait les mots et la langue française comme un génie. Et du coup non, je ne pense pas que j'innove dans le sens où c'est ma voix, c'est ma façon d'interpréter les mots que j'écris. Mais je sais pas si on peut. Non, j'aime pas me dire poète, je préfère rappeur. Mais par contre, j'adore l'univers de la poésie, j'adore lire des poètes. Ça oui, ça je te le cache pas, ça je suis d'accord avec ça. Quand j'écoute Sans dire adieu, j'ai l'impression que tu l'as écrit, composé, créé dans une ambiance nocturne. Ouais. Quel est le contexte? Le contexte, c'est ma chambre. Tout a été conçu dans ma chambre et pendant des heures tardives. Ouais. Donc ça, tu t'es pas trompé là-dessus. Parce que je préfère les moments où il n'y a aucun bruit dehors, où je sens que j'ai ce sentiment en moi d'être le seul survivant de la journée. Et du coup, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe la nuit, quelque chose presque d'inexplicable. Et c'est le seul moment où en fait j'arrive à créer. Et pendant la journée, parfois je me fais un peu violent, je me dis mais comment ça se fait que quand c'est en pleine journée, tu n'arrives pas à créer? Et du coup je me dis mais c'est pas possible, ça peut pas être la nuit qui provoque tout ça. Et du coup je me fais violence et ça ne fonctionne pas. Donc je pense qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore compris dans la nuit, mais tant mieux que je le comprenne pas, ça me sert en tout cas à créer de la musique pour l'instant. Tu as dit que tu arrivais à écrire uniquement des choses que tu as vécues. Oui. Je sais pas si j'ai dit ça, ou en tout cas si je l'ai dit, j'aimerais me contredire maintenant. Il y a aussi beaucoup d'imagination dans mes textes. Par exemple, quand je parle de mes désirs, de mes rêves inexaucés,
je fais recours à mon imagination. Et du coup, quand je parle, pas de mon futur parce que j'aime pas me projeter dans l'avenir, mais des désirs que j'ai, je suis obligé pas de puiser dans ce que j'ai vécu, mais de faire preuve d'imagination pour savoir ce que j'ai réellement envie de faire. Donc voilà, pour me contredire, non, je ne parle pas que de mon vécu. Et parfois aussi, il m'arrive de reprendre un personnage par exemple, j'ai repris le personnage de Hermanès le loup des steppes pour en faire un morceau. Ce personnage m'a tellement parlé, je me suis tellement identifié à ce personnage qu'il y a une ambiguïté assez étrange entre est-ce que le personnage, le loup des steppes, c'est celui du roman ou est-ce que c'est moi finalement, parce que je parle à la première personne. Donc je laisse ce point d'interrogation. Tu fais tout du coup, tu es auteur, tu es compositeur, tu es interprète. Oui. Est-ce qu'un jour tu laisseras quelqu'un d'autre intégrer ton univers ou ça te paraît pour le moment inimaginable? Oui, je pense parce que j'ai conscience de mes limites. Je sais que je ne peux pas faire tout seul, qu'à un moment je suis persuadé que je vais arriver, que si je ne suis pas déjà arrivé, à composer un peu toujours les mêmes instrumentales ou des sonorités en tout cas qui reviennent souvent, et parfois je me dis que j'aimerais bien déléguer à une tierce personne cette tâche-là. En tout cas pour l'instrumental j'y pense beaucoup. Pour l'écriture ça ne sera jamais le cas, je ne pourrai jamais déléguer l'écriture d'un texte à quelqu'un d'autre, mais pour l'instrumental ouais, j'y pense de plus en plus. Je travaille avec un beatmaker qui est assez connu mais dont je tairai le nom parce que c'est confidentiel pour le moment. Avec qui j'ai l'impression de me redécouvrir presque musicalement parce qu'il fait il a des sonorités que moi j'ignorais ou que j'arrivais pas à composer. Ok, donc l'osmose est réelle et ça pourra faire encore évoluer le son. Ouais, carrément. Ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce que Paris t'inspire? Paris m'inspire beaucoup. Elle m'inspire de deux façons. Dans les livres que je lis, je découvre Paris à travers quelques auteurs, comme par exemple Prévert qui parle du parc Montsouris, mais aussi Paris, j'aime Paris quand je le vis vraiment, quand je vais quand je bois des bières avec mes potes à Strasbourg-Saint-Denis ou quand je marche la nuit dans République et je me perds dans les rues que je connais pas trop bien. Donc oui, dans ces moments-là, Paris m'inspire beaucoup. Et alors, il y a les réseaux sociaux aussi. J'aimerais savoir dans lequel tu t'impliques le plus, parce que j'ai l'impression que tu es un peu présent partout. Oui, ouais, j'aime bien les réseaux sociaux parce que j'ai un contact avec le public qui est privilégié et direct, complètement. Et celui que je préfère, je pense que c'est Twitter. Ouais. Parce qu'il me permet de dire des phrases assez courtes, percutantes, sans que je sente l'auditeur plutôt ou le lecteur lassé d'un paragraphe qui serait trop long, tu vois, c'est deux lignes et soit l'auditeur accroche, soit le lecteur accroche, soit il accroche pas. En ce sens-là, j'aime bien Twitter aussi, il y a une liberté d'expression sur Twitter qui est remarquable. Et ouais, Instagram aussi me plaît, mais le culte de l'image, c'est quelque chose que auquel j'adhère pas trop. Et quand tu as ton image à toi, que tu travailles sur les clips, sur les vidéos, est-ce que ça ressemble à ce que tu voulais? Parce qu'il y a forcément une différence dans le processus de création dont tu es à l'origine, dans ta chambre, on le lisait dans la nuit, et le résultat qui va être le rendu final, par exemple, à un concert ou par des vidéos d'ailleurs. Ouais. Pour parler des clips que j'ai fait récemment. Ils sont très réussis. C'est gentil. Oui, chapeau monsieur. C'est pas moi qu'il faut féliciter, c'est Julia Pirinoli, la réalisatrice de mes clips. Je la félicite aussi alors. Moi j'avais une idée vague en tête, je voulais qu'on puisse me représenter à travers mes clips sans qu'il y ait trop d'écart entre la personne que j'étais dans mes textes. Et du coup je pense que ce pari il est réussi parce que quand on regarde le clip, j'imagine, après c'est que mon avis, c'est très subjectif, mais quand on regarde le clip et quand on a écouté la musique avant, je pense pas qu'on est très surpris. Oui, il n'y a pas un décalage. Après, peut-être que c'est un défaut en soi, le manque de surprise. Aux spectateurs de me dire. Ok. La mélancolie, elle se fusionne avec ton univers, c'est évident. Est-ce que ça continuera d'être le cas? C'est une bonne question.
C'est une bonne question. En fait, par rapport à la mélancolie, je pense que elle est de moins en moins présente, en tout cas dans les textes. Je pense que de plus en plus, mes textes sont presque remplis d'optimisme. Si on prenait le texte seul, c'est-à-dire sans musique, je pense qu'on ne verrait pas l'aspect mélancolique. Okay. Mais comme une musique c'est composé d'un texte plus d'une instrumentale, il y a l'instrumental qui rentre en compte et qui donne cette impression peut-être de mélancolie. Et je pense que si on associe le mot mélancolie à mon univers, c'est parce que dans mes instrumentales, il y a toujours des accords en mineur, c'est-à-dire des accords tristes. Et c'est une esthétique qui me plaît, moi. En fait, quand j'essaye de changer, je me dis bon allez, là t'arrêtes de faire une instrumentale triste. Je pars sur du coup une mélodie joyeuse, des accords en majeur. Et il y a un truc qui me déplaît, il y a un truc qui me chagrine. Et du coup je change une ou deux notes pour qu'elle me plaît davantage. Et elle devient triste d'un coup, et là je me dis putain c'est beau, j'aime bien. Et du coup voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut expliquer le fait qu'on associe mélancolie à l'onepsie. Dans tes textes que j'ai aimés et dans ton élocution, c'est qu'on comprend absolument tout. Alors c'est pas si anodin, mine de rien, dans les morceaux rap contemporains, on comprend absolument tout. Et je le confirme également là en te parlant dans ton élocution, c'est très clair. Est-ce que tu avais besoin que tes auditeurs puissent tout comprendre de ce que tu dis? C'est une bonne question. En fait, quand j'ai débuté le rap, mes premières vidéos, mes premières musiques que j'ai postées sur internet, il y a un commentaire qui revenait souvent. C'était mon problème d'élocution. Ah, ok. Ce problème d'élocution, je ne l'ai jamais eu à l'oral, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours quand j'ai une discussion avec quelqu'un, mais je l'ai eu dans mes premières musiques parce que dans mes premières musiques, ce qui comptait, c'était pas tant le texte, c'était le flow. Et du coup, parfois, j'oubliais les mots que je disais et je faisais uniquement attention au flow, à la manière de diriger une phrase, etc. Et du coup, à un moment donné, au bout du 100e commentaire, fais gaffe à ton élocution, on ne comprend pas tout ce que tu dis. Je me suis dit, bon, peut-être que là, il faut que j'articule. Et du coup, bien articulé. Et je me suis mis à articuler. Et voilà. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir que tu dises qu'on comprenne tout ce que je dis dans mes textes parce que voilà, comme je t'ai dit, c'est un commentaire qui est revenu souvent et des gens ne comprenaient pas mes textes, et c'est une des raisons pour lesquelles je mets souvent des sous-titres dans mes vidéos YouTube. Parce que parfois je voyais des gens qui citaient mes textes dans les commentaires mais qui se trompaient d'un mot ou deux. Et du coup je me suis dit bon là il y a... On va rectifier, on va corriger le tir. On va rectifier, voilà, exactement. Tout à l'heure je te parlais de collaboration à venir, on parlait de typiquement le son. Ouais. Si on devait penser dans l'avenir, je sais pas, featuring, dans l'univers de l'onepsie, tu verrais qui? Quelle voix pourrait se poser aux côtés de ton université, on imagine hein. Ouais. Dream collaboration y compris, hein. Comme chez les artistes où ça paraît sur le papier impossible tout de suite. Ok, moi j'ai un fantasme en ce moment, musical hein, bien sûr. Ouais. C'est Georgia Smith, elle me fascine. Ouais, elle est super. Ah là là. Ouais. Elle a fait un morceau qui s'appelle Teenage Fantasy qui m'a mis une première claque. Ouais. Et suite à cette première claque, je m'en suis pris une seconde et une troisième avec ses nouveaux sons qu'elle sort. Elle a fait aussi un son avec Stormzy. L'instrumental est tellement bien travaillé, très simpliste comme j'aime, un piano, je sais même pas si c'est des violons ou des nappes, mais bon. Voilà, Georgia Smith, je pense, bien que ça ne se réalisera jamais, j'aimerais bien. Ne dis pas ça. Une dernière question, est-ce que tu te sens bien dans notre époque? Jeune homme de t'as quel âge maintenant? J'ai 23 ans. T'as 23 ans, en 2018, comment tu te sens dans notre époque? Est-ce que tu te sens à ta place? Est-ce que tu aurais voulu vivre à une autre époque? Dis-moi tout. Ok, c'est une bonne question. Moi je pense que déjà sans notre époque, sans l'époque d'internet, de la technologie, tout ce qui m'arrive aujourd'hui ne se serait jamais passé comme ça parce que... si tu aurais pu envoyer une maquette et une maison de disques. Oui, mais j'ai pas assez d'audace pour ça. Ok. Je suis pas assez courageux. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je l'ai fait sans le vouloir. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai 40 000, 50 000 suiveurs sur YouTube, c'est uniquement parce que
Enfin, ça s'est fait naturellement. Mais si on était dans les années 90 et qu'il fallait faire la démarche d'aller dans un studio d'enregistrement, se démerder pour payer chaque séance, etc., j'aurais jamais pu le faire. Ou même coller des affiches dans les rues. Enfin, c'est quelque chose que tu vois. Enfin, sortir de chez soi, ça rentre en collision avec ce que je te disais sur ma chambre. C'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Et notre époque, cette époque-là d'Internet, elle m'a permis de réaliser tout ça. Mais je pense que j'aurais bien aimé vivre aussi dans les années où, peut-être 70, 80, où il n'y avait pas toute cette virtualité. Par exemple, quand on va dans une boulangerie, aujourd'hui, on n'a plus l'adrénaline de rencontrer une personne qui pourrait changer notre vie parce qu'on est fixé sur notre téléphone. Avant, quand on allait dans la boulangerie ou quand on faisait la queue au cinéma, on ne pensait pas au film qu'on allait voir ou au pain qu'on allait acheter, on pensait à la personne qu'on allait pouvoir rencontrer. Aujourd'hui, tout ça, c'est tombé à l'eau parce qu'on a notre portable, sur nous. Et je dis ça, mais je suis coupable aussi. Hein. Quand je vais dans une boulangerie ou au cinéma, je ne fais pas attention aux personnes que je vais rencontrer. Donc te voilà nostalgique d'une époque que tu n'as pas vécue. Exactement, c'est très joli, très joliment dit. Népsy, c'était un plaisir. Merci Emeric. Je te souhaite une bonne route, un long chemin, j'espère qu'on se recroisera. Mais moi aussi. Plein de belles choses. Ciao.